Aujourd'hui, les amis, sujet sensible et historique, je vais vous parler de l'histoire d'un homme, une histoire qui est complètement surréaliste et qui s'est passée dans les années 40, 45, durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est quelque chose qui est plutôt méconnu, et vous l'ignorez peut-être, mais en fait, les matchs de boxe font partie des atrocités moins connues perpétrées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, les SS, ils forçaient quotidiennement des détenus, qui étaient évidemment complètement affaiblis, puisqu'ils étaient dans des camps et affamés. Eh bien, ils les forçaient notamment à se battre, mais comme des gladiateurs, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Comme les combats de gladiateurs dans l'Empire romain, ces matchs sadiques pouvaient se poursuivre interminablement, jusqu'à ce que l'un des combattants laisse l'autre ensanglanté et inconscient, voire très souvent mort. Et le combattant qui se retrouvait à terre, eh bien, il était souvent abattu en fait, tout simplement. Il était souvent transporté dans une chambre à gaz ou un crématorium, ou même fusillé sur place à la fin du combat. Et le vainqueur de ce combat complètement fou se voyait remettre de la nourriture et des choses pour son confort. Et tout ça évidemment pour mener le combat suivant. À noter que le vainqueur dans ce genre de combat totalement inhumain n'était pas heureux d'avoir abattu un ami, un frère ou un colocataire de cellule, malgré la nourriture qu'il ramassait à la fin. Évidemment, il devait lutter après ça contre sa culpabilité d'avoir exécuté les ordres de son bourreau en condamnant indirectement une personne innocente. Et évidemment, aucun d'eux n'avait le choix, si tu perds, tu meurs. C'est-à-dire que c'était une sorte de Hunger Game de la boxe du Troisième Reich, et ça a vraiment existé. À noter qu'on fait la comparaison avec des gladiateurs, mais même les gladiateurs étaient mieux lotis, puisque les mises à mort pendant les combats de gladiateurs, ils étaient très rares. Et en fait, cette image qu'on a des gladiateurs qui se mettent à mort, elle est fausse. Donc là, en fait, c'était pire que les combats de gladiateurs de l'Empire romain. On va s'intéresser particulièrement à l'un de ces soi-disant gladiateurs du Troisième Reich, qui s'appelle Harry Haft, qui est né le 28 juillet 1925. Il a grandi à Belchatow, ça se situe en Pologne, et il était le plus jeune de 8 frères et sœurs. Faut savoir que la population de Belchatow était à l'époque à moitié juive, et la famille Haft était entourée de voisins et d'amis juifs qui les aidaient et les soutenaient. Donc on avait une véritable communauté qui s'entraidait constamment, notamment durant l'hiver qui était extrêmement rude là-bas en Pologne. Et donc les gens étaient très soudés. Le père de Harry, qui s'appelle Moïse, lui était un marchand ambulant qui est décédé alors qu'Harry n'avait que 3 ans. Désespérément pauvre, lui et ses frères et sœurs ont tous travaillé extrêmement jeunes. Harry, lui, il a eu son premier emploi à l'âge de 5 ans, où il livrait les produits d'une boucherie cachère directement chez les gens. C'est-à-dire que le mec à 5 ans faisait du Uber Eats en Pologne en 1930. Vous avez le truc. Il fait moins 20 degrés en hiver, le gars, il a 5 ans, il a 10 poulets dans le dos qu'il doit livrer à pied. Bon, à noter qu'Harry a toujours eu un tempérament extrêmement fougueux et allait souvent se bastonnait également souvent durant les matchs de foot. Et en fait, dès tout jeune, on a vite compris que le mec, il aimait bien se bastonner et qu'il n'hésiterait pas à régler ses affaires avec ses poings. Il y avait également des gangs qui terrorisaient les enfants juifs et Harry, il a compris très tôt qu'il devait se battre et se forger une réputation de combattant afin de ne pas être leur victime. Il avait également pas très peur de sa hiérarchie et il sera même expulsé de l'école très tôt pour avoir lancé une pierre sur un enseignant qui était antisémite et qui s'en prenait verbalement à lui. En mars 1941, les nazis créèrent un ghetto juif à Belchatow, forçant les juifs de Belchatow et d'autres villes voisines à se regrouper dans un quartier exigu et insalubre, comprenant seulement quelques rues surpeuplées. Les juifs étaient transportés vers la ville voisine pour effectuer des travaux forcés et étaient renvoyés dans leur ghetto durant la nuit. Pour Harry et sa famille, le ghetto juif de Belchatow offrait une chance d'aider les autres. Le frère de Harry a lancé une entreprise de contrebande locale et Harry et ses frères travaillaient comme contrebandiers, faisant passer des marchandises de l'Allemagne voisine à la frontière. Pour la première fois de leur vie, la famille d'Harry était relativement prospère. Grâce à ce petit business qu'il avait monté avec ses frangins, il pouvait faire vivre un peu sa famille, ses amis et un petit peu ses voisins. Même au milieu de la terreur et de la misère du ghetto, la mère de Harry, Inda, était déterminée à faire tout ce qu'elle pouvait pour prendre soin de ses compatriotes. Donc c'était vraiment une communauté qui s'arrêtait pas à la famille, vraiment tout le monde s'entraidait. Il y a tout un petit réseau qui s'est créé entre eux pour se soutenir mutuellement. Avant l'extermination totale des Juifs de Belchatow, Harry avait été transféré bien avant en tant qu'esclave dans un premier camp. Il n'avait pas encore 16 ans et a laissé derrière lui sa petite amie Léa. Sa mère et ses sœurs seront elles aussi capturées puis gazées au camp de concentration de Treblinka. L'identité et le nom de tous les prisonniers ont été remplacés par des numéros tatoués sur leurs bras à l'encre noire ou verte. Et Harry portait lui désormais le numéro 14 47 38. Et durant les 5 années suivantes, il se rendit dans 6 camps de concentration différents. Donc en fait, il était trimballé de camp en camp, après avoir été capturé évidemment,
durant la guerre mondiale. Il fut affecté au tri des biens des détenus du camp et sur ordre d'un officier SS nommé Schneider, il devait subtiliser les diamants et lui donner. Donc vous avez un officier allemand en fait qui l'avait chopé et qui lui avait dit écoute, tu vas me voler des trucs dans les vêtements des personnes qu'on ramène dans le camp et tu vas me les donner sans que ça passe par la case comptabilité du camp. Évidemment, il volait toutes les choses aux prisonniers, notamment les vêtements, les bijoux, etc. Et en fait, c'était comptabilisé et puis ça allait après plus haut dans la hiérarchie pour aller entretenir, on va dire, les finances du Reich. Bah là, vous avez un officier qui se mettait des trucs dans la poche. On peut dire que c'était une ordure dans l'ordure. Sauf que durant une inspection de routine, eh bien, Harry va se faire choper et on va retrouver sur lui des objets volés, destinés à la base à ce fameux officier allemand véreux. Après quoi, il a été roué de coups, presque sur le point de mourir. Sauf qu'il ne va jamais, en fait, balancer cet officier allemand qui lui avait dit d'aller voler des choses. Et en fait, grâce à ça, cet officier véreux, eh bien, il va venir l'aider et il va lui sauver la vie, notamment là où il s'est fait bastonner, où il a fait crever. Cet officier allemand va également le faire transférer vers un autre camp pour qu'il ait moins de problèmes parce que maintenant il était grillé dans celui-là. Et en fait, il va l'envoyer dans un camp qui s'appelle Jaworzno et il va l'envoyer là-bas pour qu'il combatte. C'est là qu'il va devenir vraiment une sorte de gladiateur du Troisième Reich. À noter que Jaworzno, c'est un autre camp de concentration qui est situé également en Pologne. Harry a également été témoin du cannibalisme lorsqu'il a été transféré d'un camp de concentration à un autre. Il a été le survivant de l'une des célèbres marches de la mort des SS en réponse à l'avancée de l'armée rouge en Pologne. Enfermé dans une caserne avec des prisonniers affamés, Harry les a regardés commencer à s'entretuer et à se manger entre eux pour rester en vie. Donc déjà, il y a des premiers traumatismes évidemment qui vont apparaître quand tu vois ce genre de choses. Ça laisse pas indemne évidemment. Sauf que ça ne va pas s'arrêter là. Chaque mois, dans ce nouveau camp de Jaworzno, environ 200 détenus travaillent jusqu'à l'épuisement dans les mines et terminent envoyés à la chambre à gaz. Harry a également passé du temps à effectuer des travaux très pénibles. En plus du fait qu'ils étaient absolument pas nourris, ils avaient un café le matin et quasiment rien d'autre. Mais en fait, à un moment donné, eh bien, ils vont commencer à organiser des combats, ces fameux combats dans ce camp. Et lorsqu'il a commencé à se battre, il a été affecté à des tâches plus légères. Et la seule condition pour qu'il puisse rester à ces tâches peu pénibles, eh bien, c'était qu'il gagne ces fameux combats. Donc c'est à ce moment précis que je vous disais qu'il va commencer vraiment à devenir le combattant de ces camps de concentration. Lorsque les gardes SS ne tuaient pas de manière aléatoire des gens dans des chambres à gaz, ils prenaient un plaisir absolu à mettre en place des distractions extrêmement sadiques et brutales, comme ces fameux combats de boxe entre déportés, pariant sur eux comme sur des chiens de combat. À noter qu'à l'adolescence, Harry était déjà impressionnant physiquement, et il a remporté largement la préférence des SS comparé à d'autres déportés beaucoup plus squelettiques que lui. Harry, il avait vraiment une carrure de boxeur, malgré son très jeune âge. Et évidemment, les officiers, ils ont parié directement sur lui. Mais attendez, parce que vous allez voir qui il mettait en face, c'était pas du tout des combats qui étaient legit. C'était plus des sortes de mises à mort que des combats. Si Harry avait l'illusion que Schneider était un homme relativement honnête avec lui, eh bien ce premier combat a fait disparaître tout espoir que les nazis étaient capables de décence. Et c'est là qu'il va combattre en fait son premier adversaire sur le ring. Quand il le vit, Harry fut choqué par son apparence. Il vit devant lui le squelette d'un homme à moitié mort. Il lui est devenu clair qu'à ce moment-là, il n'y aurait rien d'équitable dans ces matchs. Harry avait 18 ans, il était grand et fort. Schneider l'avait bien nourri, sans le surmener ni le torturer. Harry regarda à travers le ring et vit la peur sur le visage de son adversaire complètement rachitique. Évidemment, à ce moment-là, il a su tout de suite que l'autre ne s'était pas forcément porté volontaire, et il arrivait à peine à tenir debout. Bon, déjà, on sait que le combat il va être compliqué. À l'extérieur du camp de Jaworzno où se situait le ring de boxe, une pluie battante a transformé le terrain en un paysage boueux et infernal. Pas de bordure sur le ring, ni de règles. Harry ne savait même pas boxer, mais il savait se battre. Et il le fallait parce qu'en fait, s'il perdait, eh bien il mourrait. Celui qui perdait connaissance après le match de boxe était soit abattu à vue, soit mis dans le train suivant en direction du crématorium principal d'Auschwitz-Birkenau. Ces combats de boxe inhumains et simplement destinés à distraire les gardes nazis étaient connus sous le nom de combats de finition. Il faut savoir que Harry est devenu malgré lui une machine à tuer des humains, battant à mort 76 co-détenus, et tout ça évidemment de ses propres mains, ou de manière indirecte en les mettant KO et après ils étaient envoyés à la mort. Les gardes se sont mis à lui donner un surnom, l'animal juif de Jaworzno, décrit comme un frappeur au pied plat. Il a même battu un Français habile et agile qui avait été déporté par les nazis pour tester son courage, comme il n'avait jamais été testé auparavant. Après avoir remporté facilement le combat face aux Français, Harry le voit se faire traîner hors du ring. Bien que le Français ait été l'un des combattants préférés des Allemands, eh bien, on ne l'a jamais revu. C'est-à-dire que même les bons combattants, eh bien, il les emmenait à la mort. C'était vraiment, tu perds,
tu meurs. Si tu meurs pas sur le ring, hein, parce que évidemment parfois tu te prenais un coup et c'était fini. Le fils de Harry, en fait, qui s'appelle Alan, il va déclarer quelque chose, notamment qu'il connaissait forcément l'un de ses 76 adversaires qu'il avait combattu et mis à mort à main nue, car les gens étaient bien souvent regroupés en fonction du village d'où ils avaient été déportés. Donc, dans tous les combats qu'il a fait, il y avait forcément quelqu'un qui connaissait. C'est comme si tout d'un coup vous retrouviez face à votre boulanger ou à votre prof de français sur un combat jusqu'à la mort, alors que vous avez absolument rien demandé. Vous imaginez le truc. Ou même face à votre frère ou face à votre oncle, et on vous force à faire ça. Évidemment, c'est dur de se projeter parce que c'est tellement horrible, mais bon. Vous avez une idée. En avril 1945, Harry échappe à une marche de la mort alors que l'armée soviétique se rapprochait pour libérer les camps voisins. Il a tué un officier allemand pour récupérer son uniforme et son cache-œil. Après avoir mis son déguisement, il part se réfugier dans une ferme où il va également tuer le couple de fermiers qui y vit, pensant qu'il allait se faire livrer aux Allemands. Donc là, il avait tellement peur qu'il tuait absolument tout le monde. En même temps, tu pouvais faire confiance à personne parce qu'il y avait tellement de collabos que même si vous vous échappiez d'un camp, eh bien, vous aviez beaucoup de chances de vous faire attraper. Donc vous viviez dans un stress permanent, que ce soit à l'intérieur du camp ou à l'extérieur. Et en fait, ce passage, il va être décrit par son fils après la guerre. Et son fils va dire qu'il a raconté ça en toute désinvolture. En fait, ce qu'il a vécu l'a rendu complètement imperméable à l'empathie, ce qui peut arriver évidemment quand vous vivez de telles atrocités. Ou bien ça peut aussi vous détruire mentalement. Mais Harry, en plus d'avoir une forme physique exceptionnelle, il avait une force mentale à toute épreuve. Mais du moins une force mentale qui avait ses limites, vous allez le voir par la suite. 5 ans dans un camp d'exécution, abattre des êtres humains à mort a des conséquences néfastes sur le psychisme de tout être humain. C'est ce que dira son fils. Lorsqu'il a été secouru par des soldats américains et envoyé dans un camp de personnes déplacées, Harry n'avait que 21 ans et ne pesait plus que 48 kilos pour 1m75. Après la guerre en 1947, il a entendu une rumeur concernant un tournoi de boxe qui va se passer à Munich en Allemagne. Il s'est rendu à Munich et a participé à ce fameux tournoi dans les divisions des poids mi-lourds et lourds. En demi-finale, il a éliminé les poids mi-lourds et 30 minutes plus tard, il a éliminé le prétendant poids lourd. C'est-à-dire que le mec va dans un combat de boxe avec des poids mi-lourds, lourds, il bat tout le monde. Je sais pas si vous vous rendez compte du changement de difficulté en termes de catégorie. De mi-lourd à lourd, il y a un monde entier. Et bah lui, il a battu tout le monde. L'oncle de Harry finit par lui payer le voyage vers les États-Unis et il va faire son entrée sur le ring à New York pour s'entraîner pour des matchs de boxe professionnels. Évidemment, cette fois, avec ses mains enveloppées dans du cuir et avec des enjeux bien inférieurs. Oui, parce que cette fois-ci, il ne luttait plus pour survivre, mais il luttait pour gagner. Et un peu pour l'argent. Dans les années 1940 et 1950, le monde du combat était marqué évidemment par la corruption et l'influence de la foule. En juillet 49, dans un auditorium de Providence, à Rhode Island, 3 hommes ont fait irruption devant lui dans le vestiaire et l'ont menacé de le tuer s'il ne tombait pas au premier round. En fait, cette intimidation, elle provenait probablement de la mafia italienne qui était bien intégrée dans les matchs de boxe, évidemment surtout pour les truquer. La mafia italienne dirigeait les bookmakers depuis le back-office de l'auditorium et contrôlait une partie des raquettes, notamment des jeux de hasard en Nouvelle-Angleterre, mais également de la boxe comme on peut le voir ici. Autant vous dire que les combats à l'époque, ils étaient largement truqués, ça arrive. Ça arrive encore aujourd'hui. En fait, cette mafia italienne avait mis leur argent sur un mec qui s'appelle Rocky Marciano et qui allait se battre justement contre Harry. Rocky Marciano, il était originaire de Brockton, dans le Massachusetts. Il était devenu plus tard l'un des plus grands champions de boxe poids lourd de tous les temps, avec une fiche invaincue de 49-0. Le mec a fait 49 combats et il a perdu 0 fois. Autant vous dire que c'était une machine. Et là, Harry allait se battre contre lui. Harry qui sortait des camps de la mort, je rappelle, qui était plus ou moins rachitique encore. Il avait pas encore repris 100% de ses capacités. Évidemment, les chances de victoire de Harry, elles étaient très minces, mais l'intimidation de la mafia n'a pas influencé sa décision de tenir la distance avec Marciano. C'est-à-dire qu'il a dit non à la mafia, je vais combattre et je vais gagner contre ce mec. Et il dira ceci: après tout ce que j'ai enduré, quel mal un homme avec des gants sur les mains peut-il me faire? Harry, il a combattu Marciano, il a essayé de gagner, évidemment, il a pas gagné au 3e round, il s'est étalé. Bon, ce qu'on peut comprendre face à un mec qui a toute sa force, mais il est quand même allé jusqu'au 3e round. Mais en fait, l'histoire, elle prend vraiment une tournure limite poétique, parce que avec ce combat, Harry, il avait l'espoir de retrouver sa femme, notamment en se mettant face aux lumières, face aux caméras. Il espérait qu'elle voie dans un journal sa photo et puis qu'elle vienne le retrouver. C'était une sorte de bouteille à la mer de se mettre devant les projecteurs, pour que sa femme le voie et vienne le rejoindre. Je rappelle qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas internet, et il arrivait souvent
souvent que les gens ne se revoient jamais, car ils se perdaient tout simplement de vue, sans moyen de se joindre. Ça arrivait parfois. À l'époque, il ne savait pas du tout si elle ou sa famille avait survécu au camp, ni évidemment où elle se trouvait. Il lui faudra des décennies et moult appels téléphoniques à toutes les Léa Liberman de l'annuaire pour la retrouver 20 ans plus tard. Mais bon, leur relation amoureuse, même après s'être retrouvée, n'a jamais repris. En parallèle, il va faire la rencontre de sa future femme qui s'appelle Myriam, avec laquelle il aura des enfants, et il va ouvrir un magasin de fruits et de légumes à Brooklyn. Sa carrière de boxeur professionnel a ensuite été très brève, et il a eu du mal à s'adapter à la vie sans boxe. Les démons issus de ses expériences dans les camps de concentration pendant l'Holocauste le hantaient dans des cauchemars, et il luttait contre un grave stress post-traumatique. À noter que c'était un père violent qui tourmentait son fils, avec des violences physiques et psychologiques. Il était extrêmement colérique et battait ses enfants. Et son fils dira d'ailleurs, il n'a jamais réussi à échapper aux souvenirs des camps de concentration, il a lutté contre des cauchemars tout au long de sa vie, et selon les normes d'aujourd'hui, j'étais un enfant battu. Il attaquait verbalement sa femme et sa fille et menaçait fréquemment de se suicider si les choses ne se passaient pas comme il l'entendait. Et en avril 2007, Harry meurt en novembre de la même année, à l'âge de 82 ans.